Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est désormais juste. Bon, cette semaine, le podcast est mis en ligne lors de la journée de mercredi. C'est qu'on a eu plusieurs problèmes techniques lundi, des problèmes au niveau des horaires. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a également pas été en mesure d'enregistrer le podcast mardi. Alors, c'est la raison pour laquelle les mises en ligne mercredi. Je m'excuse si vous attendiez cet épisode du podcast qui sera rendu disponible le lundi, comme c'est l'habitude. Alors, étant donné qu'on est mercredi, bon, je ne vais pas nécessairement faire une revue de toutes les rencontres qui étaient présentées à travers la NFL lors de la dernière semaine, lors de la sixième semaine. Je vais plutôt y aller en parlant des sujets chauds, des sujets d'actualité à travers la NFL. Et en terminant, je vais également jeter un coup d'œil aux rencontres en vue de la semaine 7 qui retiennent mon attention, en particulier les rencontres qui seront disputées dimanche, lors de la journée de dimanche. Alors, bon, on va commencer notre tour d'actualité de la NFL avec les Dolphins de Miami, puisqu'on a décidé finalement d'envoyer Tua Tagovailoa dans la mêlée. C'est lui qui sera le carrière partant des Dolphins lors de leur prochaine rencontre. Ça a surpris quelques personnes, bon, étant donné que les Dolphins connaissent un bon début de saison. Ils représentent une des belles surprises de la NFL depuis le début de la saison. Ryan Fitzpatrick, surtout, qui jouait bien. Toutefois, bon, on a vaincu par jeu blanc les Jets de New York la semaine dernière. Fitzpatrick a été victime de deux interceptions, puis il aurait pu même être victime de plus grand nombre d'interceptions lors de cette rencontre. Alors, on voyait là que son jeu commençait à piquer du nez. On sait, Ryan Fitzpatrick, là, ça fait longtemps qu'il est dans la NFL. On blague toujours avec Fitzpatrick versus Fitzmagic. Puis depuis le début de la saison, c'était plus Fitzmagic qu'on a vu sur le terrain. Mais toute bonne chose à une fin. Là. Fitzpatrick fonctionne par séquence. Puis on sentait que justement, là, il commençait à avoir quelques ennuis. Et il ne faut pas se cacher. Du côté des Dolphins de Miami, bon, notre carrière d'avenir, c'est Tua Tagovailoa. C'est la raison pour laquelle on l'a repêché dans le top 5, malgré le fait que Tua a subi une grave blessure à une hanche il y a presque un an lorsqu'il jouait pour le Crimson Tide d'Alabama. Mais écoutez, dans la NFL, maintenant, les carrières qui sont repêchées en première ronde, règle générale, ils obtiennent du temps de jeu dès leur première année dans la Ligue nationale de football. Alors, pour toi, bon, c'est simple. Côté des Dolphins, on voulait pas prendre de chance au début de la saison. Comme je l'ai mentionné, toi avait subi une grave blessure à Alabama l'année dernière, mais également au niveau de la ligne d'attaque des Dolphins. On avait deux joueurs recrues au sein de cette unité. On a deux joueurs recrues au sein de la ligne à attaque. Alors, on voulait s'assurer que lorsqu'il allait jouer, qu'on allait pouvoir lui offrir une bonne protection. La ligne à attaque des Dolphins avait fait du bon travail depuis le début de la saison. Et le moment est venu justement d'utiliser Tua. Bon, il y a des gens qui disent bah, pourquoi l'envoyer dans la mêlée maintenant, étant donné que les Dolphins sont dans la course pour une place en éliminatoire. Bon, participer aux éliminatoires, c'est bien beau, mais du côté de Brian Flores et de l'organisation en général des Dolphins de Miami, eh bien, on y va pour le long terme. OK? Notre plan, c'est le long terme. Parce que oui, bon, ça pourrait être bien de participer aux éliminatoires cette année, mais qu'est-ce que ça va faire pour le long terme? Du côté de l'organisation de Miami, l'objectif, c'est de construire une équipe qui va éventuellement pouvoir nous permettre de participer au Super Bowl, pas juste de participer, mais de devenir champion du Super Bowl. Puis on sait que ça n'arrivera pas avec Ryan Fitzpatrick, mais l'objectif numéro un de la saison, c'était de développer Tua. Alors, on se posait la question afin de savoir quand est-ce qu'il allait jouer. Maintenant, on le sait. Alors, c'est une question maintenant pour lui de performer, mais on l'a évalué également au cours de l'été. On a évalué Tua depuis le début de la saison lors des séances d'entraînement. Donc, Brian Flores n'aurait pas pris cette décision s'il n'était pas confiant que Tua sera en mesure de bien jouer. Surtout, comme je le disais, que Ryan Fitzpatrick connaissait un bon début de saison. Mais l'objectif, ça a toujours été pour la saison 2020 des Dolphins, c'était d'évaluer Tua, de lui donner du temps de jeu lorsqu'il allait être à 100%. Voilà maintenant que c'est le cas. Alors moi, j'ai bien hâte de voir ce que Tua Tagovailoa va faire. Parce qu'il faut pas oublier, lors des deux dernières saisons, il était pressenti comme étant le tout premier choix, comme quoi qu'il allait devenir le premier joueur sélectionné lors du repêchage au printemps 2020. Malheureusement, la blessure à une hanche qu'il a subie l'année dernière, bon, c'est venu dérouter ses plans. Également, la saison incroyable que Joe Burrow a connue, ça fait en sorte que Burrow a été le tout premier joueur à sélectionner au repêchage. Mais l'homme des Dolphins, ça a toujours été Tua. Ça faisait 2 ans qu'on en parlait. Et même que les Dolphins auraient pu sélectionner Justin Herbert. Alors ça va être quelque chose à surveiller au cours des prochaines années. Le développement de Tua versus le développement de Justin Herbert.
parce que Herbert, lui, ne se remettait pas d'une blessure lors du repêchage comparativement à toi. Et on a parié du côté des Dolphins. Comme je l'ai dit, toi, c'était notre homme, mais sa blessure à une hanche était très grave. Toi, il a du métal. Jusqu'à ce jour, il va toujours avoir du métal dans sa hanche. Ça, c'est à quel point la blessure qu'il a subie était grave. Alors, on a pris un pari, on prend le pari qu'il sera en mesure de connaître une longue carrière dans la NFL. Mais si jamais toi n'est pas en mesure de rester en santé, on va le regretter à Miami parce qu'on aurait pu repêcher Justin Herbert. Mais moi, je souhaite de tout cœur que toi sois en mesure de rester en santé et qu'il te laisse une brillante carrière parce qu'il était vraiment tout un joueur à Alabama, sans posséder des outils, surtout les outils qu'on recherche du côté de la NFL de nos jours. Bon, ce carrière qui est mobile, il est en mesure d'acheter du temps, possède un bras puissant, carrière gaucher. C'est rare qu'on voit des carrières gauchers, c'est une seule carrière partant gaucher dans la NFL maintenant. Il est en mesure de décocher des passes avec anticipation. Donc, il y a beaucoup à aimer du côté de Tua Tagovailoa. Moi, je lui souhaite de connaître une grande carrière. Surtout que les Dolphins, ça fait longtemps qu'on est à la recherche de carrière. Pratiquement depuis Dan Marino. Oui, Chad Pennington a connu quelques bonnes saisons. Ça a été le cas également pour Ryan Tannehill. Dans l'ensemble, ça a été le carousel au poste de carrière depuis la retraite de Dan Marino du côté des Dolphins de Miami. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'ai hâte de voir toi en action parce que au cours des dernières années, les carrières recrues ont été en mesure de performer du côté de la NFL, que ce soit le Lamar Jackson. Bon, Patrick Mahomes, il n'avait pas joué durant sa première année, mais lorsqu'il a obtenu du temps de jeu, finalement, bon, on a vu qu'est-ce que ça a donné. Justin Herbert, cette année, en tant que carrière partant des Chargers de Los Angeles, il a été brillant depuis qu'on en a fait le carrière numéro un. Alors, j'ai bien hâte de voir si toi, lui aussi, pourra poursuivre dans la même veine. Même chose avec Kyler Murray du côté des Cardinals de l'Arizona. Autre sujet d'actualité dont il faut parler, ben, c'est cette déconfiture des Cowboys de Dallas lundi soir contre justement Kyler Murray et les Cards de l'Arizona. En fait, c'est cette mauvaise saison que les Cowboys ont. Déjà 2 victoires et 4 défaites, mais malgré tout, ils sont au premier rang de la pauvre section Est du côté de l'Association nationale. Mais les Cowboys qui accordent en moyenne 36 points par rencontre depuis le début de la saison. Puis on a vu après la rencontre de lundi, lors de la journée de mardi, bon, il y a des joueurs sur le couvert d'anonymat qui ont critiqué ouvertement Mike McCarthy et Mike Nolan. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts, que l'équipe n'était pas bien préparée, que tout ça, ils le ressentaient lors des semaines de préparation avant les matchs. Puis c'est difficile de contredire ce que ces joueurs-là ont dit sous couvert d'anonymat, parce que c'est exactement ce qu'on a vu, qu'on voit sur le terrain depuis la saison du côté des Cowboys de Dallas, en particulier l'unité défensive qui est historiquement une des pires, c'est pas la pire, du moins de l'ère moderne au cours des 50 dernières années, c'est la pire unité défensive de la NFL après 6 rencontres. Jamais on a vu une défense accorder autant de points. Et Mike Nolan, lui, ça faisait quelques années les coordinateurs de la défense des Cowboys, ça faisait quelques années qu'ils n'avaient pas coaché dans la NFL. Moi, il m'a l'air tout simplement d'un entraîneur bon, qui est dépassé par ce qui se passe, qui n'a pas été en mesure de s'ajuster euh, à cette nouvelle NFL qui est complètement différente, surtout lorsque tu tentes d'arrêter les attaques qui ont énormément changé du côté de la NFL au cours des 10 dernières années. Et ça ne fonctionne vraiment pas parce que la défense des Cowboys, bon, elle n'est pas aussi talentueuse que l'année dernière, surtout au niveau de la tertiaire, avec notamment le départ de Byron Jones via le marché des joueurs autonomes. Ce n'est pas une équipe qui est démunie de talent en défense, quand même. On ne devrait pas avoir des receveurs être laissés sans couvreur constamment. On ne devrait pas accorder de longues courses comme on fait à toutes les semaines. C'est ça qui est troublant du côté du défensif des Cowboys. C'est qu'on se fait piler sur le corps avec le jeu au sol. On avait accordé plus de 300 verges au sol contre les Browns de Cleveland il y a quelques semaines. Et puis là, contre les Cardinals de l'Arizona, les Cardinals qui n'ont même pas une bonne attaque au sol. Leur meilleur porteur de ballon, c'est leur carrière, Kyler Murray. Et puis là, on a couru pour plus de 200 verges également. Alors, est-ce que Mike McCarthy a congédié à la fin de la saison? On peut se poser la question, là, sérieusement, parce que les Cowboys, la façon dont la saison se déroule, oui, je sais qu'ils ont un blessé, je sais que Dak n'est pas là, mais l'équipe n'a pas l'air prête à jouer. Ça paraît, ça a vraiment paru lundi soir, pas juste du côté de la défense, mais du côté de la ligne à l'attaque. Je sais qu'il y a des blessés du côté de la ligne à l'attaque. Même on a perdu des services du garde de Zach Martin au cours de la rencontre. Mais malgré tout, ces joueurs-là
les joueurs remplaçants ne semblaient pas être préparés, ça ne semblaient pas savoir quoi faire face à certains blitz des Cardinals de l'Arizona. Alors, ça va être une situation à suivre, là. Qu'est-ce qui se passe à Dallas? Oui, malgré tout, on est en première position du côté de la section Est de la nationale. Mais est-ce que Mike McCarthy va seulement être là pour une saison? Si la tendance se maintient, moi, je suis obligé de croire que oui, parce que c'est vraiment désastreux là, ce qui se passe du côté des Cowboys de Dallas. Chez les Titans du Tennessee, on a eu une belle victoire contre les Texans de Houston, mais la raison pour laquelle je veux vous parler des Titans, en fait, c'est pour vous parler d'un joueur, il s'agit du porteur de ballon, Derrick Henry. Henry qui a amassé plus de 200 verges au sol, ça a vraiment été toute une performance de sa part contre les Texans de Houston. Il a inscrit le toucher victorieux en prolongation, mais il ne faut pas passer sous silence cette performance-là. 200 verges au sol, c'est tellement rare. Depuis 2018, il y a eu 6 matchs de 200 verges au sol par des porteurs de ballon dans la NFL. Henry en a réussi 3. Imaginez, 3 depuis 2008. Euh, on le sait, c'est un gros bonhomme, 250 livres, mais c'est à quel point il est rapide à 250 livres. Lorsqu'il a réussi son toucher de 94 verges, à un certain moment donné, on avait l'impression qu'il allait se faire rattraper. Ben non, il a embrayé en 6e vitesse. Pour un bonhomme de son gabarit, c'est vraiment incroyable ce qu'il est en mesure d'accomplir. Puis il répond à la question que bien des gens avaient. On se posait la question à la fin de savoir est-ce qu'il va pouvoir répéter le genre de performance qu'il a eu à la fin du calendrier en 2019 lorsqu'il avait transporté l'attaque des Titans en éliminatoire? Puis, ben, la réponse est oui. C'est la même chose également du côté de Brian Tannehill. Tannehill, on s'en souvient, l'année passée, bon, il était venu remplacer Marcus Mariota vers le milieu de la saison à titre de carrière partant. Il avait bien fait lors des éliminatoires, mais là, on se disait, est-ce qu'il peut faire ça pendant une saison au complet? Ben, il semble que oui, parce que Tannehill a passé plus de 300 verges. On sait qu'il fait contre la défense des Texans de Houston, mais malgré tout, ça a vraiment été une excellente performance parce qu'il y a un match qui s'en vient cette semaine alors que les Titans vont affronter les Steelers de Pittsburgh. On va en parler un peu plus tard, mais j'ai bien hâte de voir cette rencontre. Est-ce qu'il faut être inquiet pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Les Patriots qui ont une fiche de 2 victoires et 3 défaites, fiche perdante après 5 semaines, après 5 matchs, pour la première fois depuis 2002. Personnellement, je ne suis pas encore inquiet pour la Nouvelle-Angleterre parce que je pense que leur défaite subie aux mains des Broncos de Denver, ben, ça s'explique par le fait que, premièrement, Cam Newton prenait part à son premier match en 20 jours. On sait qu'il avait testé positif à la COVID. Donc, c'est pas évident d'effectuer un retour au jeu comme ça parce que tu peux pas t'entraîner. Lorsque les joueurs sont placés sur la liste de la COVID, ils ne peuvent pas s'entraîner, donc c'est difficile de maintenir la forme. 20 jours sans avoir pris part à un match pour une carrière, c'est vraiment pas évident. Et les Patriots au complet, lorsque tu regardes l'équipe des Patriots, lors des 16 journées avant la rencontre contre les Broncos, ben, les Patriots ont été sur le terrain seulement 2 fois, sur leur terrain d'entraînement seulement 2 fois, parce que leur centre d'entraînement a dû fermer à plusieurs reprises en raison des cas positifs à la COVID. Alors, 2 entraînements sur le terrain en 16 jours pour les Patriots, un premier match en 20 jours du côté de Cam Newton. Alors, ça explique, selon moi, la contre-performance de la Nouvelle-Angleterre face aux Broncos de Denver. Alors, ce serait intéressant de voir si les Patriots pourront rebondir lorsqu'ils vont affronter les 49ers de San Francisco cette semaine. Pour l'instant, je n'appuie pas sur le bouton de panique du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre à cause des raisons que je viens d'énumérer. La seule chose qui m'inquiète, c'est la position de receveur. Puis ça, je le répète pratiquement toutes les semaines lors du podcast. La position de receveur de passe, mon Dieu, qu'on n'est pas explosif. On n'a pas de joueurs qui font des jeux. Julian Edelman, de ce qu'on dit, il est ennuyé par une blessure à un genou depuis plusieurs semaines. Donc, lui, il n'est pas à 100%. Nickel Harry, l'ancien choix de première ronde, continue de décevoir. Alors, moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète du côté des Patriots. Je ne suis pas vraiment inquiet pour Cam. Je sais, bon, on a été victime de 3 revirements. On a accordé 4 sacs contre les Broncos de Denver, mais également des blessés au niveau de la ligne d'attaque de la Nouvelle-Angleterre. Alors, tout ça, ben, ça s'accumule du côté des Patriots. Mais j'ai bien hâte de voir quel genre de performance ils vont nous offrir contre les 49ers de San Francisco. Je ne suis pas inquiet encore, mais s'ils perdent contre les Niners, ouais, là, je vais commencer à m'inquiéter pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Lamar Jackson, maintenant. Lamar Jackson, bon, les Ravens qui ont été en mesure de vaincre de justesse les Eagles de Philadelphie. On s'est construit une bonne avance contre les Eagles. On s'est endormi.
Par la suite, on s'est endormi, on a permis à Philadelphie de revenir dans le match. Mais bon, peu importe, on a gagné la rencontre. Mais Lamar Jackson, lorsqu'on regarde ses statistiques par la passe lors des dernières semaines, n'a pas été vraiment productif, là. Mis à part, bon, qui connaît du succès lorsqu'il décoche des passes en direction de Mark Andrews. Mais oui, la progression de Lamar, lors des 2 premières semaines, il semblait avoir progressé en tant que passeur. Là, pour l'instant, on ne voit pas ça. Encore une fois, il a réussi ses meilleurs jeux avec ses jambes. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que, bon, on n'était pas certain s'il était en santé, étant donné qu'il y a 2 semaines, il avait raté du temps d'entraînement en raison d'une blessure à un genou et que lors de la rencontre qui était présentée à la fin de cette semaine-là, ben, il avait couru seulement 2 fois pour 3 verges. On se posait la question, est-ce que le Lamar est en santé? Bon, il a démontré qu'il est en santé. Il a réussi pour un toucher de 50 verges contre les Eagles. Mais par la passe, c'est laborieux du côté de Lamar Jackson. Donc, ça va être quelque chose à surveiller au cours des prochaines semaines si Lamar Jackson va pouvoir s'améliorer en tant que passeur parce que, comme je le disais au début de la saison, on croyait que oui. Mais là, moi, je crois qu'on a raison là, de se poser la question afin de savoir s'il pourra réellement poursuivre sa progression. Bon, j'ai parlé des Steelers de Pittsburgh qui vont affronter les Titans du Tennessee. Est-ce que les Steelers sont la meilleure équipe de la NFL? Présentement, au moment où on enregistre le podcast, je crois qu'il faut dire que oui, là, on n'a pas le choix. Bon, c'était une performance dominante contre les Browns de Cleveland. Oui, je sais que les Browns ont fait 4 victoires et 2 défaites. Lorsqu'on regarde leurs 4 victoires, ça a été contre une mauvaise équipe. Mais peu importe, c'est un bon début de saison pour Cleveland, mais les Browns n'ont tout simplement pas fait le poids face aux Steelers. C'était à prévoir, surtout que, bon, le carrière, le Baker Mayfield, qui a été victime d'une interception, retourné pour un toucher dès la toute première séquence en attaque des Browns. Alors ça n'a vraiment pas aidé Cleveland. Mais tout ça pour dire que les Steelers, la défense, elle a le potentiel d'être absolument dominante. On mène la NFL au chapitre 10 à l'écart. On est très robuste également. On sait que Ben Roethlisberger possède plusieurs armes à sa disposition. Ce point d'interrogation, c'est quand on a perdu les services secondaires intérieurs d'Evan Bush pour le restant de la saison. Bush s'est blessé un genou contre les Browns. Et la raison pour laquelle ça m'inquiète, c'est que la défense, souvenez-vous, bon, il y a quelques années, le secondaire intérieur des Steelers, c'était Ryan Shazier. Shazier était un joueur rapide, explosif à la position secondaire intérieure. La défense des Steelers était dominante. Malheureusement, bon, Shazier a subi une grave blessure qui a mis fin à sa carrière. Et là, on ne pouvait pas être en mesure de le remplacer pendant quelques années, pendant quelques saisons. Et pendant ces saisons-là, ben, la défense des Steelers, elle en avait arraché. Elle était loin d'être dominante. Là, c'est la raison pour laquelle une de nos priorités, c'était de repêcher un secondaire intérieur qui est rapide. Puis on a réussi à le faire en mettant la main sur Devin Bush. Comme par hasard, depuis que Bush est un membre de l'organisation des Steelers, ben là, on a une unité qui est redevenue dominante. Parce que ça nous démontre à quel point la position secondaire est intérieure, mais pas juste le secondaire intérieur est important. Mais c'est pas juste parce que, bon, le secondaire intérieur, d'une certaine façon, c'est le carrière de l'unité défensive, mais c'est en termes de couverture également, de couverture contre la passe, couverture de zone, d'avoir un joueur qui est rapide, qui couvre beaucoup de terrain au centre du terrain, dans les zones intermédiaires. Eh bien, ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'est un élément qu'on n'aura pas sans Devin Bush dans la formation. Alors, ça va être à surveiller, l'impact de l'absence de Devin Bush du côté des Steelers de Pittsburgh. Est-ce que j'ai confiance que en beaux Bears de Chicago, qui ont une fiche de 5 victoires et 1 défaite? C'est un excellent début de saison du côté des Bears. Personnellement, moi, je n'avais pas prévu ça. Je crois pas qu'il y a bien des gens qui pensaient que Chicago aurait 5 victoires après avoir joué 6 matchs. On a même fait un changement au poste de carrière. Euh, et puis, mais la raison principale des succès des Bears, on parle beaucoup de Nick Foles. Bon, Nick Foles joue bien, il joue correct, pas des performances incroyables. Au moins, il ne fait pas cadeau du ballon à l'adversaire, mais c'est vraiment la défense. La défense des Bears, qui est une des bonnes unités défensives de la NFL. L'année passée, on a vu des lacunes défensivement. La défense avait été une déception. Mais là, Khalil Mack a recommencé à bien jouer. Avec la défense des Steelers, celle des Buccaneers de Tampa Bay, la défense des Bears est vraiment une des meilleures de la NFL. Alors, c'est la raison principale pour laquelle Chicago a une fiche de 5 victoires
et une défaite, parce que lorsque tu accordes moins de 21 points par match, ben, naturellement, ça aide ta défense, ça aide ton attaque, ça allège la charge de travail sur les épaules de ton attaque. Alors, oui, je suis confiant, moi, que les Bears vont continuer, que ce n'est pas nécessairement un feu de paille en raison de la défense. Leur unité défensive leur donne une chance de gagner à toutes les semaines. Et puis pour Foles, c'est une question là, de s'habituer au système, également de développer de la chimie avec les receveurs, étant donné que ce n'est pas lui, bien sûr, vont le carrière partant et lors des séances d'entraînement qui ont mené à la saison. Mais encore une fois, Matt Nagy qui n'a pas eu peur de prendre une décision difficile, c'est la raison pour laquelle on paye quand entraîneur, c'est pour prendre des décisions difficiles lorsque tu es l'entraîneur-chef. Malgré le fait que les Bears avaient une fiche de 3 victoires, aucune défaite, pour le long terme, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas continuer avec le Trubisky, qu'éventuellement, ça allait venir le rattraper. C'est la raison pour laquelle il a fait un changement à la position de carrière. Jusqu'à présent, ça rapporte. Alors, une belle vision de la part de l'entraîneur-chef des Bears, Matt Knight. Le congédiement d'Adam Gaze, quand est-ce que ça va avoir lieu? Les Jets qui ont perdu contre les Dolphins par jeu blanc, 24-0. Pas être en mesure d'inscrire au moins de réussir au moins un placement durant un match individuel, ça vraiment, là, c'est vraiment honteux pour les Jets. Donc, il y a bien des gens là, qui pensaient qu'il allait être congédié immédiatement après la rencontre. Moi, personnellement, si j'étais les Jets, je continuerais avec Adam Gaze parce que les Jets s'en vont pas nulle part de toute façon. Ils sont la seule équipe, c'est la seule équipe qui est toujours à la recherche d'une victoire cette saison, ce qui veut dire que si la saison se terminait aujourd'hui, ben, les Jets auraient le tout premier choix du prochain repêchage et ils pourraient sélectionner le carrière Trevor Lawrence de Clemson. Alors, continuez comme ça, les Jets. Continuez comme ça, gardez en fonction Adam Gaze. Vous n'êtes pas en mesure de gagner. Oui, c'est embarrassant, mais au moins vous êtes certain d'avoir le tout premier choix du prochain repêchage. Vous allez juste avoir à congédier Gaze une fois que la saison régulière sera terminée. Moi, c'est ce que je fais en tout cas du côté des Jets, parce que l'équipe ne pas nulle part. C'est une équipe qui a fait faillite en termes de talent. Je veux dire, Joe Flacco était carrière partant cette semaine, étant donné que la semaine dernière, en fait, étant donné que Sam Darnold est blessé. Frank Gore, qui est âgé de 37 ans, a puis encore du temps de jeu avec les Jets. Alors, ça, c'est vraiment incroyable. Non, non, gardez Adam Gaze en poste. Il va vous assurer d'avoir le tout premier choix du prochain repêchage et par conséquent d'être en mesure de sélectionner Trevor Lawrence. Du côté des Bills, on a perdu un deuxième match de suite lorsqu'on s'est incliné lundi contre les Chiefs de Kansas City. Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter du côté des Bills? Écoutez, moi, je crois que oui. Je crois que oui. Hein. J'oublie de quelle autre équipe là, je disais qu'il ne fallait pas s'inquiéter tout de suite. Ouais, je parlais des Patriots. Bon, je vais attendre un autre match. Là, je m'inquiète un peu. Oui, oui, je commence à m'inquiéter du côté des Bills. C'est pas à cause de l'attaque, c'est pas à cause de Josh Allen. Bon, bien sûr, là, lors des 2 dernières semaines, il n'a pas été brillant comme il avait été lors du premier mois du calendrier, mais je crois qu'éventuellement, il va se replacer. Il y a deux choses qui m'inquiètent. Premièrement, le jeu au sol est inexistant du côté de Buffalo. Ça, c'est quelque chose qui est inquiétant. Mais la raison numéro un, c'est la défense. La défense des Bills était supposée être une des bonnes de la NFL, avec les Steelers, avec celle des Buccaneers, avec celle des Bears, parce que l'année dernière, elle avait été excellente. Puis on a plusieurs jeunes joueurs qui ont gagné en expérience la saison dernière, puis on se dit, ben, cette unité-là va juste être encore une fois meilleure en 2020. L'entraîneur-chef Sean McDermott, qui est lui-même un ancien coordinateur en défense, mais là, c'est vraiment pas ça qui se passe du côté des Bills. On a accordé quoi, plus de 200 verges au sol aux Chiefs de Kansas City. Donc, pas en mesure d'arrêter le jeu au sol, pas en mesure d'appliquer de la pression, une pression constante sur les carrières adverses. Ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis le début de la saison. Puis même au niveau de la tertiaire, on se fait battre. Donc, aux trois niveaux de la défense, ça ne va pas bien du côté des Bills de Buffalo. Donc, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Alors, jumelé avec le fait qu'on n'est pas en mesure de courir avec le ballon avec succès, donc qu'est-ce qui reste là? Il reste juste l'attaque aérienne. Donc, ça devient facile d'arrêter cette attaque aérienne. On devient prévisible, on devient dimensionnel. Et preuve que ça devient facile d'arrêter l'attaque des Bills, étant donné que le jeu au sol ne fonctionne pas, ben, on ne voit plus les gros jeux par la passe qu'on voyait lors du premier mois du calendrier. Les Bills qui réussissaient toutes les semaines une tonne de jeux de plus de 20 verges. On ne voit pas ça depuis 2 semaines. Ça, c'est à cause qu'on n'est pas capable de courir avec le ballon. Alors, c'est une des raisons pour laquelle il y avait une rumeur qui circulait comme quoi que le Campbell
allait peut-être se joindre aux Bills. Finalement, il a choisi de signer avec les Chiefs de Kansas City. Mais ce n'est pas nécessairement les porteurs de ballon, c'est au niveau de la ligne à l'attaque. On n'est pas en mesure de créer des brèches pour Devin Singletary et compagnie. On va devoir mieux courir avec le ballon du côté de Buffalo si on veut mettre fin à cette séquence de défaites, afin d'aider justement l'attaque aérienne et Josh Allen, mais également afin de garder l'unité défensive sur les lignes de côté. Il faut trouver une façon de contrôler le rythme des rencontres du côté des Bills de Buffalo pour pas que justement cette séquence de 2 défaites devienne une séquence de 3 défaites ou même de 4 défaites. Imaginez, là. Si les Bills devaient se retrouver avec une fiche égale à 500 après avoir commencé avec un dossier de 4-0, ça serait vraiment très décevant. Maintenant, bon, les rencontres qui retiennent mon attention dimanche dans la NFL, ça va déjà être la 7e semaine d'activité. Il y a un match, ça va peut-être vous surprendre, là, qui retient mon attention. C'est les Bengals de Cincinnati qui vont recevoir les Browns de Cleveland. Pourquoi ça retient mon attention? Ben, je veux voir si les Browns vont être en mesure de rebondir après leur humiliant revers contre les Steelers de Pittsburgh. Parce que depuis le début de la saison, bon, les Browns ont des ennuis contre les bonnes équipes, sont en mesure de battre les mauvaises équipes. Les Bengals sont une mauvaise équipe. La première fois que les deux équipes s'étaient affrontées, Cleveland avait passé sur le corps de la défense des Bengals avec le jeu au sol. Alors, est-ce qu'on sera en mesure de répéter ce genre de performance-là du côté des Bengals? On en doit une aux Browns. Mais j'ai bien de voir si Cleveland pourra rebondir, si Baker Mayfield pourra connaître un meilleur match qu'il a connu à Pittsburgh la semaine dernière. Alors, c'est la raison pour laquelle ce match-là retient mon attention. Je veux voir est-ce que les Browns seront en mesure de rebondir. Je l'ai mentionné à quelques reprises, les Steelers de Pittsburgh qui seront au Tennessee pour affronter les Titans. Écoutez, là, c'est 2 équipes invaincues, les deux formations ont des fiches de 5 victoires et aucune défaite. Alors, c'est un match important pour le classement final de l'association américaine. Quelle équipe aura une semaine de congé lors du premier tour des éliminatoires? J'ai hâte de voir ça. L'attaque des Titans, bon, qui a bien fonctionné contre Houston, mais c'était contre la défense de Houston. Là, on va affronter la défense des Steelers. On monte là, pas juste d'une coche, on monte de 2 coches au moins euh, en affrontant l'unité défensive de Pittsburgh. Comme je l'ai dit, bon, Devin Bush sera absent pour le restant de la saison. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir. La défense des Steelers contre Derrick Henry. Est-ce qu'on sera en mesure justement de stopper le porteur de ballon étoile des Titans du Tennessee? Et en passant, le Tennessee, bon, c'est bien beau qu'on ait vaincu, mais ça, c'est une autre équipe que la défense était supposée être bonne. Elle a été très bonne l'année dernière. C'est une des forces des Titans. L'identité du Tennessee en 2019, c'était le jeu au sol et Derrick Henry et une excellente défense. Cette défense n'est pas en mesure d'arrêter personne depuis le début de la saison. Deshaun Watson s'est amusé contre cette unité la semaine dernière. Alors, imaginez qu'est-ce que Ben Roethlisberger pourrait faire là, avec son arsenal de receveurs, Chase Claypool, Drew Smith-Schuster et compagnie. James Conner qui connaît une excellente saison dans le champ arrière des Steelers. Moi, c'est la raison pour laquelle je crois que les Steelers vont gagner. On verra. Euh, je vais surveiller en particulier la prestation de l'unité défensive du Tennessee lors de ce match-là. Les Panthers à Caroline vont rendre visite aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Les Panthers qui avaient gagné 3 matchs de suite ont vu cette séquence-là prendre fin lors du week-end dernier. Là, il semblerait finalement du côté des Saints qui, eux, avaient congé la semaine dernière, il semblerait que Michael Thomas va finalement effectuer un retour au jeu. On sait qu'il a été ennuyé par une blessure à une cheville. Après ça, il a été suspendu il y a 2 semaines par l'entraîneur-chef Sean Payton pour avoir donné un coup de poing à un coéquipier lors d'une séance d'entraînement. Alors, l'attaque des Saints, est-ce qu'elle sera plus explosive avec Michael Thomas de retour? C'est ce que j'ai hâte de voir, parce que ça, c'est une chose qu'on reproche du côté de la Nouvelle-Orléans à l'attaque. C'est qu'on ne va pas chercher des gros morceaux de terrain. Mais Michael Thomas, ce n'est pas une menace verticale, ce n'est pas son style également. Alors, j'ai hâte de voir s'il pourra justement avoir un impact au sein de l'attaque de la Nouvelle-Orléans. Autre match que j'ai mentionné un peu plus tôt, les Patriots vont recevoir les 49ers de San Francisco. Comme je vous le disais, je ne veux pas me répéter. Bon, moi, je crois que la contre-performance des Patriots, ça s'explique par le fait qu'on n'a pas pu s'entraîner lors des dernières semaines en raison des nombreux cas de COVID. Les Niners, eux, ils ont rebondi à domicile contre les Rams la semaine dernière. Et ils avaient perdu contre les Dolphins la semaine d'avant. Ça avait vraiment été une défaite gênante. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que Cam Newton et les Patriots pourront rebondir? C'est la raison principale pourquoi j'ai hâte de voir ce match-là. Là, on a une fiche de 2-3.
Il ne faudrait pas tomber avec un dossier de 2-4 du côté de Foxborough. Alors ça sera à surveiller. C'est tout un défi d'inquiétant, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et la dernière rencontre qui retient mon attention, ben, ça va être les Buccaneers qui vont être à Las Vegas contre les Raiders. Les Raiders qui avaient congé la semaine dernière, on ne les a pas vus. La dernière fois qu'on les avait en action, ben, ils avaient infligé un premier revers cette saison aux Chiefs à Kansas City, rien de moins. Henry Ruggs avait connu un gros match. Ça avait été la même chose pour le carrière Derek Carr. Là, on va recevoir Tom Brady et les Buccaneers. Les Bucks ont vraiment fait une performance complète contre les Packers de Green Bay. La défense, notamment, là, la défense des Bucks ne passe plus sous le radar. Là. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait contre les Packers? Ils ont forcé des revirements d'Aaron Rodgers, interception retournée pour un toucher. Je crois que là, tout le monde réalise à quel point le duo de secondaire de ligne de Levante David et Devin Smith sont deux joueurs absolument dominants. Ça fait depuis le début de la saison que je vous en parle durant le podcast, mais là, je pense avec cette victoire-là contre les Packers, ça a ouvert les yeux de bien des gens. C'est pas juste Tom Brady, Rob Gronkowski, du côté là, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, avec Mike Evans. Pas juste l'attaque, là. On a une équipe complète. Potentiellement, là, Ronald Jones, qui encore une fois gagné plus de 100 verges au sol pour les Buccaneers. Mais la défense, elle est rapide, elle est robuste. Généralement, elle est en mesure d'arrêter le jeu au sol. Elle force les attaques adverses à être conventionnelles. Ça a vraiment été une belle performance d'équipe. Est-ce qu'on peut répéter ça du côté des Buccaneers face aux Raiders? Les Raiders qui sont explosifs en attaque. Mais surtout, est-ce que les Raiders, la confrontation que je vais surveiller, ça va être la défense des Raiders contre l'attaque des Patriots. La défense des Raiders, moi, je ne suis pas convaincu qu'elle est bonne. En fait, je sais que John Gruden utilise beaucoup le jeu au sol, même si des fois le jeu au sol n'est pas productif. Avec Josh Jacobs, ben, il continue de courir avec le ballon parce qu'il sait que c'est important de garder son unité défensive sur les lignes de côté dans la mesure du possible. Alors ça, Buccaneers Raiders, ça va vraiment être un match à surveiller lors de la 7e semaine d'activité. Ben, écoutez, j'espère que cet épisode du podcast vous a plu. Comme je vous ai expliqué au début, il y a une raison pourquoi on a fait l'enregistrement mercredi. J'avais un invité pour vous lundi et tout, mais malheureusement, tout ça est tombé à l'eau en raison de problèmes techniques. Alors, j'espère quand même que cet épisode-là ben, vous a plu. Je vous remercie de télécharger le podcast Le Sac du Car et de l'écouter. Alors, on sera de retour lundi, la semaine prochaine, avec un podcast habituel. Alors, je vous souhaite de passer un bon week-end de football. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, étant donné qu'on est mercredi. Ensuite de ça, un bon week-end de football. Et on se reparle le lundi.